Bien, merci Sorine, merci à tous. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Alors, donc je vais faire une présentation ici en trois parties, commencer par une présentation personnelle, puis ensuite discuter de résultats scientifiques autour de la commande hiérarchique et de la redondance d'entrée, puis ensuite évoquer quelques perspectives. Alors, donc si je retrace mon parcours universitaire, en 2009, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur de l'ESEO, en même temps qu'un double diplôme de l'Université de Sherbrooke au Canada. Pendant cette période, j'ai fait un séjour au Polytechnico à Milan. J'ai travaillé sur la thématique de commande d'attitude de satellites, en lien avec des modèles linéaires à paramètres variants. Et ensuite, en 2012, j'ai obtenu un doctorat du LAS à Toulouse sur la même thématique du domaine applicatif, mais travaillant cette fois-ci avec des modèles périodiques. Et j'ai fait un séjour au Japon, à l'université de Kyoto. Puis ensuite, en 2013, j'ai fait un postdoc à l'université Curtin en Australie, sur cette fois-ci la commande géométrique. Une postdoc qui s'est interrompue en 2013 lorsque j'ai été recruté comme maître de conférence à l'INSA, le laboratoire Ampère. Donc depuis mon recrutement, je suis rattaché au département FIMI, donc qui correspond aux 2 premières années à l'INSA. Euh, j'ai fait la majorité de mes enseignements, principalement en informatique et en mathématiques. J'ai eu l'occasion aussi d'enseigner dans 2 départements qui correspondent cette fois-ci aux 3 dernières années, en génie électrique et génie énergétique et environnement, pour donner des cours de mathématiques et aussi d'automatique. Donc, vous voyez ici la répartition de mes enseignements au fil des années, donc au gré de mes choix et des opportunités. Donc, cette possibilité d'enseigner plusieurs matières m'a permis, avec les collègues dont vous voyez les noms ici, de monter un projet autour du pluridisciplinaire pour les ingénieurs. Euh, donc, c'est ce projet que je coordonne, qui existe depuis maintenant 5 ans, qui est très ambitieux par le nombre de disciplines impliquées et leur variété. L'objectif est d'essayer d'apprendre aux étudiants le jonglage disciplinaire pour répondre à des problèmes d'ingénierie. Une de nos réalisations est la carte mentale qui apparaît ici, sur laquelle on fait travailler nos étudiants. On pourra y revenir par la suite si vous voulez. Donc voilà l'ensemble des thématiques de recherche sur lesquelles j'ai travaillé. On retrouve sur la gauche donc les thématiques qui précèdent mon recrutement, sous la ligne pointillée les domaines applicatifs et au-dessus les aspects qui sont liés à l'automatique. Euh, La première doctorante dont j'ai participé à l'encadrement, c'est Tarek Javon-Mardi, qui a travaillé sur des problématiques d'éco-conduite. Puis Jérémy Kreis ensuite, sur principalement les convertisseurs modulaires, mais aussi les machines électriques, ça c'est pour les domaines applicatifs, et en automatique sur des problématiques de redondance d'entrée, en lien avec des outils de la commande géométrique. Aboubacar Endoy ensuite sur des commandes convertisseurs modulaires aussi à nouveau, mais cette fois-ci en manipulant des modèles à commutation pour la régulation de sortie. Tanguy Simon ensuite sur un autre type de convertisseur modulaire, cette fois-ci adapté au réseau électrique, en lien avec la régulation de sortie à nouveau. Justin Darnay sur des moteurs hydrauliques, en lien avec la redondance d'entrée. Et puis Lucas Caffran, qui est en thèse, encore maintenant, et qui a pris la suite des thématiques de Tanguy Simon. Voilà, et mentionner aussi Ali Diab, qui était en postdoc avec nous en 2023, et qui a travaillé sur de la modélisation pour des moteurs à reluctance variable assistés par aimant. Voilà, donc vous avez ici la liste des 7 doctorants et post-doctorants avec les thématiques associées. Donc sur ce panorama, je voudrais faire 2 commentaires. Le premier, qui est que je ne travaille du coup plus du tout sur les thématiques qui m'ont occupé pendant ma thèse. C'est une transition qui m'a demandé beaucoup de travail, mais qui a été aussi une période très enrichissante, puisque chacun sait que les errements dans la littérature sont aussi des moments de développer sa culture personnelle. Et deuxième commentaire sur la multiplicité des thématiques que l'on voit ici, mais derrière laquelle se cache une certaine continuité à travers 2 types d'analogies. Euh, la première, c'est des analogies, je dirais, matérielles. Vous avez ici à gauche le schéma d'un convertisseur modulaire et à droite celui d'un réseau radial. Je pense que l'analogie est assez évidente ici. Et puis d'autres types d'analogies qui sont cette fois-ci plus structurelles, puisque les lunettes que j'ai adoptées pour aborder chacune des thématiques qui sont ici ont été celles de la redondance d'entrée, qui est la thématique centrale du manuscrit et sur laquelle
je vais discuter avec vous pendant les quelques moments qui viennent. C'est une thématique que j'avais initiée donc avant la thèse de Jeremy Kreis, mais sur laquelle il a travaillé pendant sa thèse et même après. Voilà, vous avez ici une représentation de la production scientifique qui est associée. Chacun des points correspond à une publication. Peut-être un mot aussi pour dire qu'il y a beaucoup de choses dans le manuscrit qui ne sont pas encore publiées, donc il faut s'attendre à ce que la varicelle prenne de l'ampleur. Voilà. Voilà. Dire un mot sur le fait que la présentation ou l'exposition que j'ai fait des thématiques de recherche, j'ai essayé de la faire par le biais des doctorants. C'est une façon de les remercier chaleureusement pour leur travail. Merci. J'oublie pas aussi les étudiants de master, certains qui sont là, qui ont permis aussi à ce que ces résultats soient possibles. Et puis les collègues de Ampère ou d'ailleurs, dont vous voyez les noms ici, dans une taille qui est proportionnelle au nombre de copublications qu'on a ensemble. Voilà, donc j'en termine pour la première partie. Je vais discuter maintenant de la partie qui concerne les résultats scientifiques, en commençant par vous décrire une tendance technologique qui consiste donc à substituer à un actionneur unique de grande capacité une multitude d'actionneurs qui, cette fois-ci, agissent de concert. L'objectif de ce suractionnement, c'est d'accroître les capacités globales du système d'actionnement et puis d'augmenter une forme de robustesse structurelle, puisqu'il est possible, en distribuant l'effort global de manière adaptée entre les actionneurs, eh bien, de pallier les défaillances d'un des actionneurs, ou bien même de prévenir ces défaillances en essayant d'égaliser l'état de santé des différents actionnaires. Donc le schéma classique qui est utilisé pour piloter ce genre de système repose sur une décomposition du système en deux parties, le processus d'un côté et de l'autre côté le système d'actionnement. Et la loi de commande est construite en miroir, où on a ici un bloc qui va calculer l'effort global à fournir par le système d'actionnement. Et cet effort global est ensuite distribué entre les actionneurs par le biais d'un bloc ici d'allocateur, qui est lié au problème d'optimisation qui est ici. L'objectif de cet allocateur, c'est de choisir le meilleur vecteur d'entrée parmi ceux qui vont effectivement réaliser l'effort global désiré. Ce que j'essaye de montrer dans le manuscrit, c'est que cette stratégie de commande repose sur une hypothèse forte de séparation d'échelle de temps. Et cette hypothèse appelle donc deux commentaires. Le premier, qui consiste à dire que ce problème d'optimisation n'admet la plupart du temps pas de solution explicite, ce qui veut dire que l'allocateur en fait le résout à chaque pas de temps en ligne. Et ce qui fait que ça peut demander des puissances de calcul très importantes, dans le cas où justement on a cette hypothèse de séparation fréquentielle, donc qui suppose que en fait, le chemin causal entre cet effort global désiré et l'effort global effectif est infiniment rapide. Deuxième commentaire, qui est plus critique celui-ci, parce qu'il semble exclure de l'analyse toute une catégorie de systèmes pour lesquels les actionneurs ne répondent pas instantanément, ne sont pas infiniment rapides. Et donc la question dès lors est comment essayer de traiter les actionneurs dynamiques dans ce cadre. Ce que je montre, c'est que dans le manuscrit, il est quand même possible de le faire, et que l'horizon intellectuel dans ce cadre-là, c'est celui en fait de la commande prédictive avec contrainte terminale pour la conception de l'allocateur qui est là. Voilà. Mais ce que je voudrais défendre ici comme idée, c'est que pour répondre à cette problématique des actionneurs dynamiques, il faut en fait immerger le problème dans un cadre plus large et revenir à la définition même de ce qu'est le suractionnement, dont on va voir qu'il est un cas particulier de ce qu'on va appeler la redondance d'entrée. Alors avant d'aller plus loin, je fais juste une petite aparté pour vous dire que j'ai conservé les acronymes du manuscrit, qui est donc en langue anglaise, donc il faudra lire la redondance d'entrée comme étant IR pour Input Redundancy, voilà, par égard pour les membres du jury. Donc, dans le cas qui nous intéresse ici, comme dans d'autres, on a un cahier des charges qui est structuré autour de plusieurs spécifications. Dans le cas qui est ici, la première concerne donc le comportement global du processus. Et puis la seconde qui concerne les préférences des actionnaires. Le point essentiel ici, c'est de noter que ces spécifications sont antinomiques, au sens où la préférence des actionnaires est la plupart du temps de ne rien faire. Dès lors, servir S2 eh bien, compromet S1.
Et en fait, on résout cette conflictualité en reconnaissant la hiérarchie qui existe entre ces différentes spécifications, puisque S1 est typiquement prioritaire par rapport à S2. La question dès lors est d'essayer d'identifier quel est le vecteur d'entrée qui permet de tenir compte de ce cahier des charges hiérarchisé, en sachant que l'entrée agit bien sûr simultanément sur S1 et sur S2. Alors, on peut imaginer immédiatement deux types de réponses à ce problème. Le premier qui s'appuie sur une hiérarchie souple, qui est modélisée de manière informelle via le problème d'optimisation qui est ici. Donc, on a une pondération entre les critères avec un paramètre alpha qui est typiquement proche de 1. Une autre façon de faire, c'est de s'appuyer sur une hiérarchie stricte ici, dans laquelle l'entrée U est choisie parmi celles qui maximisent la satisfaction de S1. Donc, procéder de cette façon permet de garantir que cette hiérarchie stricte est respectée, puisqu'on ne servira S2 que dans la mesure où on ne dégrade pas la satisfaction de S1. La définition que je voudrais proposer ici par rapport à la redondance d'entrée s'appuie sur cette hiérarchie stricte. Plus précisément, on dira que le système et son cahier des charges est redondant en entrée si le problème de hiérarchie stricte est pertinent, ce qui est équivalent à dire qu'on s'intéresse au cas où l'ensemble F ici contient au moins deux éléments. Donc ça veut dire qu'il existe au moins deux entrées qui satisfont S1 de manière optimale. Pour modéliser ce problème, donc je fais l'hypothèse ici que satisfaire S1 correspond à assigner à Y ici une valeur qu'on considérera optimale, qui est ici Y étoile. Et donc si on note l'application qui a eu associé YH, eh bien le problème est donc de montrer qu'il existe deux éléments ici dans l'ensemble F qui par H nous donnent Y étoile. Donc voilà ici résumer l'ensemble de ce qu'on vient de dire jusqu'à présent. Les questions qu'on va essayer de se poser sont les trois qui sont ici. La première est dans quel cas est-ce qu'il existe dans F au moins deux éléments? Deuxième question, quelles expressions explicites on peut trouver pour F? Et puis troisième question, quelle est l'architecture de commande qui est adaptée au problème de hiérarchie stricte qui est noté ici? Dire un mot par rapport à la littérature pour expliquer comment ce problème se positionne vis-à-vis de l'état de l'art. Il existe un problème qui est conceptuellement assez proche, qui cherche à savoir quand est-ce que cette équation admet une solution, donc le problème d'existence de solution, l'inconnu étant ici l'entrée U. Donc la question est finalement réduite à quelles conditions est-ce que F contient au moins un élément. C'est un problème qui est lié à l'inversibilité à droite ou souvent au sous-actionnement. Ce que nous, on va regarder, c'est plutôt quelque chose qui est lié, enfin, c'est exactement quelque chose qui est lié à l'unicité de la solution de cette équation. C'est la raison pour laquelle on fera l'hypothèse qu'il existe une solution, et notre question, c'est à quelles conditions est-ce qu'il en existe une seule, que cette entrée est unique. Et cette fois-ci, c'est lié à un problème à l'inversibilité à gauche, et donc à des problèmes de suractionnement. Avant de poursuivre, je voudrais proposer ici une reformulation pour dire que l'entrée que l'on va supposer existante dans F, on la notera ici Y étoile. Et l'objectif sera de définir la deuxième entrée que l'on cherche relativement à Y étoile. Donc la question sera, existe-t-il un incrément non nul qui fait que l'entrée incrémentale, avec son incrément utile d'ici, appartient toujours à F? Voilà, cette reformulation incrémentale va beaucoup nous aider pour la suite. Voilà, donc le plan que je vais adopter pour la suite être d'essayer de répondre aux trois questions que j'ai énoncées tout à l'heure, dans le cas où H est une application statique d'abord, puis ensuite dynamique. L'hypothèse qui sera faite et qui a été faite dans le manuscrit est que H est linéaire ici, parfois affine. Alors, pour essayer de motiver et d'illustrer la discussion, je vous propose de considérer le cas d'un pont en H, qui est donc un onduleur monophasé très utilisé en électronique de puissance. La tension de sortie aux bornes de la charge ici sera notée Y. Et puis on a deux tensions pilotables ici, UA et UB. Par le biais d'une loi de Maille, eh bien, on obtient cette équation. Par la suite, je vais donner des valeurs numériques. Toutes les grandeurs ici seront en volts.
Euh, et si on adopte une modélisation sous forme de modèle moyen, eh bien, on peut représenter ce système-là par le biais de l'application entrée-sortie qui est ici, dans laquelle UA et UB, les grandeurs pilotables, sont des composantes du vecteur d'entrée. Alors, on peut dès à présent faire une remarque, puisque physiquement, on peut ajouter à UA et à UB une même valeur de tension sans changer la valeur de la tension de sortie Y. On peut le vérifier mathématiquement facilement par le biais de cette équation. Mais ça revient à dire qu'il est possible d'ajouter au vecteur d'entrée ici un vecteur utile qui s'écrira comme ça, sans que ce utile n'ait d'influence sur la sortie Y. Donc, pour fixer les choses, on va considérer qu'on cherche à avoir une tension de sortie qui vaut 1. On vérifie facilement que le vecteur d'entrée U étoile qui est donné ici permet d'atteindre cet objectif. Et d'après la discussion qu'on vient d'avoir à l'instant, eh bien, on peut conclure qu'il est possible d'ajouter donc le vecteur utile qui est défini ici, sans changer la valeur de sortie. On est donc bien dans une situation dans laquelle l'entrée U étoile et l'entrée incrémentale U étoile plus utile sont différentes et incluses dans F. Donc la réponse à la première question est positive. Pour répondre à la deuxième question, on peut montrer facilement que il est possible de décrire l'ensemble des utiles ici qui ne modifient pas la sortie en faisant varier l'amplitude et le sens de utile, mais en préservant sa direction. Donc dit autrement, l'ensemble F correspond à la droite qui est ici en pointillé. C'est la réponse à la deuxième question. Pour la troisième question, eh bien, on peut utiliser l'architecture de commande qui est donnée ici, pour laquelle, eh bien, ici, l'entrée V vient moduler l'amplitude de utilde dans une situation où la direction de ce utilde, en fait, est préservée grâce à ce bloc ici H orthogonal. La définition est ici. Procéder ainsi permet de garantir que V ne modifie pas la sortie, ou dit autrement, que V est invisible du point de vue de la sortie. C'est la raison pour laquelle on appelle ce bloc-là un annihilateur de H. Et on peut montrer que cet annihilateur est d'image maximale au sens où, en faisant varier V ici, on est capable d'engendrer tous les utildes qui ne modifient pas la sortie. Et donc, puisque V est invisible du point de vue de la sortie, on comprend qu'on peut l'utiliser librement pour servir un autre objectif, au sens d'un objectif qui ne viendrait pas influer S1. Et donc, typiquement, on utilisera V ici pour agir sur S2. En pratique, le problème ne se pose pas exactement comme ça. En fait, il y a une autre difficulté qui est liée au fait que les entrées ici pilotables sont comprises impérativement entre 0 et E, la tension d'entrée ici du système. Et donc la question va être comment est-ce que ces contraintes d'entrée influent sur les réponses que l'on a données aux questions précédentes. Donc le premier élément de réponse que l'on peut donner, c'est qu'il faut maintenant que les entrées soient non seulement sur la droite qui engendre la sortie, mais en plus dans l'ensemble des entrées admissibles. Ce qui veut donc dire que l'ensemble F se réduit au segment qui est ici. C'est la réponse à la deuxième question qui est ici. La première, eh bien, évidemment, on est encore dans le cas où on peut trouver dans F deux éléments distincts. Et puis la troisième question, eh bien, vous voyez qu'en fait, on peut utiliser un annihilateur qui a presque la même structure que tout à l'heure. La seule différence, c'est qu'il faut fournir à cet annihilateur la valeur de U étoile. Faire un petit commentaire ici rapide pour dire que dans certains cas, pour certaines tensions de sortie, on se retrouve dans une situation un peu particulière dans laquelle l'ensemble F des entrées possibles se réduit en fait à un unique point, ce qui veut donc dire qu'on n'a plus cette fois-ci de situation de redondance. Donc on a une phénoménologie ici plus riche dans le cas contraint, où les contraintes peuvent en quelque sorte éliminer la redondance. On peut, à partir de cet exemple du pont H, le généraliser au cas général des applications statiques. C'est ce qui apparaît ici. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement le même schéma de commande. Les exigences vis-à-vis de l'annihilateur ici sont telles que, quelle que soit son entrée, il faut que l'entrée U étoile et l'entrée incrémentale donnent lieu à la même sortie, ce qui revient à dire que l'image de l'annihilateur doit être incluse dans le noyau de H.
La deuxième question qui est à quelles conditions la cardinalité de f est supérieure ou égale à 2 revient en fait à discuter des conditions d'existence de l'annihilateur. La réponse sur le schéma ici est assez évidente. Il faut que H soit non injectible, ce qui revient à dire que le noyau de H est non trivial. Et puis, deuxième réponse, réponse à la deuxième question, quelle est l'expression de f, qui revient en fait à une discussion pour savoir si ou quand est-ce que l'annihilateur est d'image maximale. Et là, la réponse est cette fois-ci que l'image de l'annihilateur doit être cette fois-ci égale et non pas seulement incluse au noyau de H. Donc voilà les réponses aux trois questions résumées ici sur ce transparent dans le cas non contraint. Dans le cas général avec des contraintes, en fait, on voit que les choses sont conceptuellement analogues. On retrouve ici, vous voyez, le schéma avec l'annihilateur qui dépend de U étoiles. L'exigence est cette fois-ci que l'entrée incrémentale soit inclue dans l'ensemble des entrées admissibles. Et puis on retrouve les mêmes résultats, si ce n'est que maintenant on manipule l'entrée ou la restriction de H pardon, à l'ensemble des entrées possibles. Et donc on retrouve les mêmes phénomènes aussi dont on parlait tout à l'heure, qu'une possible élimination par les contraintes de la redondance. Ce cas des contraintes, je le précise ici, est très important parce que historiquement, la redondance d'entrée, ou plutôt le suractionnement, a été vu comme une façon de compenser les limitations liées aux actionnaires. La bonne nouvelle, c'est que ce résultat est constructif. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ce transparent, mais simplement pour dire qu'à condition d'être capable de construire cet ensemble-là, qui est une forme de projection de l'ensemble U, moyennant des changements de base adaptés, eh bien, on est capable de construire ici un annihilateur d'image maximale pour le cas statique avec contrainte. Et donc, il est possible de construire cette projection par des algorithmes bien connus, notamment dans le cas où U est un ensemble polyédral. L'usage de ces résultats, si on les applique dans le cas d'un autre problème d'électronique de puissance très connu, qui est donc l'onduleur triphasé équilibré en étoile, eh bien, donne lieu à permet de relire en fait toute la littérature. Alors pourquoi est-ce qu'on peut l'appliquer? Parce qu'on voit ici que l'application entrée-sortie, vous voyez, est algébrique, c'est un cas statique, et on a les contraintes qui sont là. Et donc, comme je disais, en fait, toute la littérature peut être relue ici comme étant des variations autour de la façon de choisir V, l'entrée qui permettait de piloter S2. Un autre exemple est celui-ci du moteur à piston, où si l'on néglige les dynamiques de pression, eh bien, on obtient un modèle ici, qui est à nouveau un modèle algébrique. La différence avec ce qu'on avait tout à l'heure, c'est que cette fois-ci, ce modèle est paramétré par l'angle du moteur ici, θ. Mais à nouveau, dans ce cas-là, malgré les contraintes, on peut obtenir un annihilateur d'image maximale, qui sera cette fois-ci paramétré par l'angle θ. Voilà. Donc on en a terminé pour le cas statique. Pour aborder maintenant la deuxième partie qui discute du cas où H est une application, un opérateur dynamique. Donc, à nouveau, pour essayer de motiver la discussion, on peut prendre une situation ici où on a un convertisseur modulaire dont l'objectif ici est d'adapter la tension d'entrée ici à la tension requise par la charge à droite. Et donc, on a plusieurs modules entre les deux qui sont capables de prendre chacun d'eux en charge une fraction de la puissance totale qui transite de la gauche vers la droite. Chacun de ces modules est piloté par un rapport cyclique, ici. Et le point de vue que je voudrais donner ici à ce problème, en termes de modélisation, est celui d'une relation entrée-sortie qui est capturée par le biais d'un opérateur différentiel ici, qui permet de relier une trajectoire du vecteur d'entrée à une trajectoire de sortie. On voit ici la paramétrisation de l'opérateur par le biais de la condition initiale. Et donc, dans ce cadre-là, l'ensemble U des entrées, donc un ensemble fonctionnel, qui est non linéaire, puisqu'il hérite d'ailleurs de la non-linéarité qui sont liées aux contraintes d'entrée ici, qui sont du coup des rapports cycliques qui font que, à chaque instant, notre vecteur d'entrée U de t doit appartenir à l'hypercube qui est ici. Si jamais ces modules ici sont des dévolteurs ou des convertisseurs Buck, eh bien, on peut montrer que cette application entrée-sortie est linéaire. Et l'idée, c'est que l'exploitation de cette linéarité permet d'extrapoler les résultats qu'on avait obtenus tout à l'heure dans le cas linéaire non contraint,
voyez ici, j'ai repris exactement la même planche que tout à l'heure, simplement j'ai fait quelques modifications ici en rouge qui permettent d'obtenir une réponse au problème dans le cas dynamique. La bonne nouvelle à nouveau, c'est qu'il existe des résultats constructifs dans ce cadre-là à nouveau. On a ici à gauche tout un ensemble de conditions équivalentes qui sont nécessaires et suffisantes pour l'existence de l'annihilateur euh, d'un annihilateur. On a des conditions ici géométriques qui se basent sur V, l'espace faiblement inobservable, pardon, et R, sa partie commandable. Et puis ensuite, ici, des conditions algébriques, donc sur G, la matrice de fonction de transfert, et P, la matrice système. Sous condition que c'est une de ces conditions équivalentes est vérifiée, eh bien, il est possible de construire un annihilateur d'image maximale, celui qu'on a ici, euh, dont on peut donner une expression explicite par le biais d'algorithmes bien connus. Euh, Dans le cas contraint maintenant, eh bien à nouveau, on a conceptuellement la même chose. Vous voyez qu'on retrouve ici l'annihilateur du cas contraint statique. Euh, Et on retrouve aussi les mêmes phénomènes d'une possible élimination de la redondance d'entrée dans le cas de certaines sorties un peu particulières. Mais on donne dans le manuscrit une condition suffisante pour écarter ces cas pathologiques. Euh, je ne vais pas dans le bon sens. Voilà. De manière un peu surprenante peut-être, en fait, il est possible de construire aussi un annihilateur dans ce cas dynamique et contraint. Euh, et en réalité, cet annihilateur est le même que celui qu'on avait dans le cas statique. Et donc, à condition de redéfinir l'espace n qui est ici, le sous-espace, de cette manière-là, et si donc n est non trivial, eh bien, en fait, cette application statique est en fait un annihilateur du cas dynamique. Alors qui, dans le cas général, n'est pas d'image maximale, mais il se trouve que, on montre dans le manuscrit, que si jamais l'espace inobservable ici correspond en fait à l'espace faiblement inobservable, eh bien, cette fois-ci, il est d'image maximale. Et il se trouve que c'est précisément le cas dans la situation du convertisseur modulaire que j'ai présenté tout à l'heure. Donc des résultats constructifs à nouveau dans ce cadre-là. Alors, je me rends compte qu'il y a juste une chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que on avait ici implicitement une définition de ce qu'est la redondance d'entrée dans le cas dynamique. On voit ici que un système est redondant en entrée, dans le cas dynamique à nouveau, lorsqu'il est possible de construire deux entrées distinctes qui engendrent la même sortie, on parle ici de trajectoire bien sûr, pour la même condition initiale. Voilà, donc on a terminé la discussion, cette fois-ci pour le cas dynamique. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est discuter d'un problème qui est très classique en automatique, qui est la régulation de sortie, qui s'applique pour des systèmes dynamiques. Et je vais essayer de le traiter cette fois-ci dans le cas non contraint. Vous verrez qu'il y a déjà des choses à faire dans ce cadre-là. Donc le schéma de commande sur lequel s'appuie le problème est celui-ci. Donc on a le système ici, que l'on va chercher à piloter, qui est influencé par une entrée ici W. Vous avez les équations ici du système. Euh, donc cette entrée W, elle peut modéliser ou bien des perturbations ou bien des consignes à suivre. Classiquement, cette entrée est générée de manière exogène par le biais du système qui est ici. L'hypothèse qui est faite sur S est que la matrice est semi-simple et que son spectre est sur l'axe imaginaire. Et donc dans ce cadre-là, la question est comment construire une loi de commande ici qui, par le biais de la mesure de W et de X, engendre une entrée U de façon à ce que l'ensemble des signaux impliqués dans cette boucle fermée soit borné en tout temps et que la sortie ici E, qui traduit le cahier des charges, eh bien, tende vers 0, et ce, quelles que soient les conditions initiales du système et de l'exosystème. On fera ici l'hypothèse que AB est stabilisable, c'est une condition nécessaire en fait, et puis que l'hypothèse de non-résonance, par contre, n'est pas vérifiée, contrairement à ce qui est fait la plupart du temps dans la littérature. Alors, la solution de ce problème est connue, on peut la trouver facilement dans la littérature. La question qu'on va essayer de se poser ici est en fait non pas de trouver une solution, mais de les trouver toutes. Donc, le schéma classique est celui de décomposer la loi de commande en deux blocs. On a ici d'abord un
bloc R ici, qui par la mesure de W va engendrer ou créer deux trajectoires de référence, donc pour l'entrée et pour l'état, que le stabilisateur ici K aura en charge de rendre globalement attractive. C'est-à-dire qu'il faut que ici U et X tendent asymptotiquement vers UR et XR, quelles que soient les conditions initiales. Pour la suite de la présentation, en fait, je vais me focaliser ici sur R. Pourquoi? Parce que la question des degrés de liberté sur K, en fait, a déjà été traitée par le biais des outils qu'on a discutés jusqu'à présent. Alors, pour fixer les choses, je vais essayer de vous le montrer. L'idée, c'est que si on prend le stabilisateur le plus simple possible, qui est celui-là, eh bien, on peut ajouter à ce stabilisateur un annihilateur sur le même modèle que celui qui a été fait tout à l'heure. Et en faisant varier V ici, en essayant de l'optimiser, eh bien, on sera capable d'engendrer ici, puisque l'annihilateur est d'image maximale, euh, toutes les entrées qui génèrent la sortie E. Donc, c'est la raison pour laquelle, par la suite, on va se focaliser ici simplement sur le bloc R. Juste dire, c'était implicite, mais que cette structuration, en fait, est aussi une forme de découpage fonctionnel, puisque, en fait, quelque part, le stabilisateur ici gère le transitoire, tandis que le bloc R ici gère le régime permanent. Donc, si on en revient à R, je répète ce que je disais tout à l'heure, l'objectif est donc, par la mesure de W, d'essayer de générer des trajectoires UR et XR, qui sont donc le meilleur des régimes permanents. Donc, pour que ce soit un régime permanent, il faut que cette équation ici soit vérifiée. Et en plus, qui vérifie le cahier des charges, donc il faut que E soit égal à 0. Ce qui veut dire que, en quelque sorte, R revient en fait à choisir le meilleur élément dans l'ensemble qui est ici. Alors, pour faire ça, la solution classique qui existe dans la littérature consiste à paramétrer les trajectoires de référence comme étant linéaires par rapport à W. Et ce qui fait que ça permet de reformuler le problème sous une formulation purement algébrique qui correspond ici aux deux équations qui sont là, dont les inconnues sont les matrices gamma et pi, les équations qu'on appelle les équations de Francis et Wenham. Et donc l'objectif sera, dans le cas où ces équations admettent plusieurs solutions, eh bien, de sélectionner éventuellement en ligne la meilleure paire gamma et pi, qui ensuite, par le biais de cette relation, nous donne lieu aux trajectoires de référence. Et donc, on donne dans le manuscrit des conditions suffisantes qui permettent de faire ce choix des matrices ici en ligne. Pour essayer de discuter des limites de cette solution classique, je vous propose de regarder l'exemple qui est ici, pour lequel on montre qu'il est possible, quelle que soit la condition initiale de l'exosystème, de construire des trajectoires de référence qui sont différentes, mais qui sont satisfaisantes au sens où elles sont dans l'espace R de W. Alors, je vous montre rapidement à quoi ressemblent ces trajectoires. Donc, on a ici une paire de trajectoires à gauche et une autre à droite pour différentes conditions initiales de l'exosystème. Ce qu'il faut juste voir ici, c'est que on a bien quelque chose de différent entre les deux colonnes. Mais ce qui est potentiellement surprenant dans ce cas-là, c'est que si on regarde l'équation de Francis Wenham, on a en fait une unique solution. Et l'application entrée-sortie que l'on considère ici est en fait injective, c'est-à-dire qu'elle n'est pas redondante en entrée. Ce que ça veut donc dire, c'est qu'on est dans une situation où en fait la pluralité des trajectoires d'intérêt n'est détectable ni par l'unicité des solutions de l'équation de Francis et Wenham, ni par la définition qu'on a donnée de la redondance d'entrée jusqu'à présent. Il faut donc reposer le problème. Alors, donc je remets ici l'énoncé du problème. Donc il s'agit pour R à nouveau de choisir la trajectoire la meilleure dans cet ensemble. Alors, je propose ici une petite reformulation. L'idée, c'est que plutôt que de chercher des trajectoires entrée-état, on va chercher plutôt, comme dans la formulation ici de R0, une trajectoire d'entrée et une condition initiale. L'idée, c'est que si j'ai cette entrée et cette condition initiale, eh bien, je peux régénérer la trajectoire de référence à partir d'une copie du système qui est ici. Dès lors, la question est, essayons de trouver la meilleure trajectoire d'entrée et condition initiale parmi celles qui donnent lieu à E égale à 0. Cette discussion revient en fait très précisément à inverser l'application entrée-sortie.
puisque ce qu'on va essayer de faire, c'est de déterminer quels sont les antécédents de la sortie nulle, E égale à 0. Et en termes d'antécédents ici, puisqu'on parle d'un opérateur différentiel, eh bien, il s'agit de trouver donc, non seulement l'entrée, mais aussi la condition initiale. Donc ce que fait R, c'est précisément d'inverser cette application. Alors comment est-ce qu'on va faire pour faire ça? Alors l'idée, c'est qu'on part de une paire entrée-condition initiale qui est satisfaisante, et on va essayer, sans surprise, hein, de lui ajouter des incréments. Donc un incrément d'entrée et un incrément de condition initiale, par le biais d'annihilateurs, donc vous voyez les deux blocs qui sont ici, dont on va essayer d'optimiser les entrées. Et donc l'objectif est d'essayer de construire ces annihilateurs de manière à faire en sorte que, quelles que soient les entrées ici, eh bien, on préserve la contrainte E égale à 0. Le type d'annihilateur que je montre ici est un peu différent de celui qu'on avait précédemment, puisqu'on a maintenant deux blocs. Il faut ici un bloc qui permet de choisir l'incrément de condition initiale. C'est la raison pour laquelle on appelle ce type d'annihilateur un annihilateur fort, qui est lié à une forme faible de la redondance d'entrée, qui est illustrée ici, où il faut à nouveau deux entrées qui donnent lieu à la même trajectoire de sortie, mais cette fois-ci avec potentiellement des conditions initiales différentes. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des résultats constructifs aussi pour ça. Donc on a ici tout un tas de conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence de cet annihilateur fort. Et dans le cas où il existe, eh bien, on a une expression d'un annihilateur d'image maximale, qui est ici. Alors pour aller plus loin, vous voyez que dans le titre ici, j'ai indiqué que la réponse qui était donnée était une réponse temporaire, parce qu'il nous reste en fait deux difficultés à traiter, deux situations problématiques. La première, c'est la situation où tous les incréments d'entrée possibles, les incréments de trajectoire, seraient non bornés. Et deuxième situation problématique, c'est le cas où tous ces incréments en fait seraient non persistants, ce qui est une situation aussi problématique, puisque ça signifierait que du point de vue du régime permanent, en fait, la trajectoire de référence est unique. Alors, il est possible d'écarter l'une et l'autre de ces situations pathologiques en définissant un nouveau type d'annihilateur fort, celui qu'on a appelé borné et persistant, et qui correspond à un nouveau type de redondance d'entrée faible, qu'on a appelé borné et persistant aussi à nouveau, et qui correspond cette fois-ci au fait qu'on a l'exigence que l'incrément d'entrée ici est borné et persistant. Le schéma de commande que l'on utilise est exactement le même que tout à l'heure, je ne le remets pas. Et on a à nouveau des résultats constructifs qu'on a pu obtenir en définissant de nouveaux espaces fondamentaux qui sont notés ici. Je passe rapidement pour y revenir si vous le souhaitez. Et donc, même chose, on a des conditions d'existence de cet annihilateur fort borné et persistant. Et puis, il est possible d'en construire une expression qui est d'image maximale. Voilà. Donc, je vais maintenant faire un petit du coup, résumé et panorama des contributions. Donc, l'idée centrale qui a été promue ici est que la redondance d'entrée devait bénéficier d'une nouvelle définition qui est basée sur l'inversion. L'intuition est que si les définitions sont posées de manière appropriée, alors le schéma de commande découle tout naturellement. Il est possible de comparer les résultats avec la littérature d'une manière très facile. Et le socle est solide pour bâtir des développements futurs qui seront pérennes. Donc ces nouvelles définitions ont donné lieu à un cadre unifiant et souvent constructif, dans le cas statique et dynamique avec et sans contrainte. Il a permis de revisiter tout un tas d'exemples applicatifs, notamment dans le cas de l'onduleur mono ou triphasé, et parfois de donner lieu à des situations applicatives aussi inédites, le cas du moteur à piston ou bien du convertisseur modulaire, sur lequel on a été dans le manuscrit beaucoup plus loin que ce que je présente ici, notamment sur des aspects de robustesse. Ces définitions aussi ont permis de faire la jonction entre plusieurs pans de la littérature qui étaient relativement déconnectés jusqu'à présent, donc ceux liés à l'inversion, d'autres à la redondance d'entrée et enfin à l'allocation de commandes. Et donc on a essayé d'appliquer aussi ces outils dans le cas de la régulation de sortie, et donc on a obtenu du coup une résolution complète cette fois-ci, c'est-à-dire en traitant aussi la question de l'unicité, dans le cas où le problème qu'on appelle le full information, où on mesure W et X. Et tout ça en introduisant des formes faibles de la redondance d'entrée.
Un aspect important aussi, c'est que ce cadre a permis une comparaison entre les définitions et taxonomies que j'estime les plus pertinentes dans la littérature actuellement, donc c'est-à-dire celles proposées par Lucas Zakarian et Andrea Serrani, qui sont deux rapporteurs de ce manuscrit. Voilà. Donc on arrive sur la dernière partie pour les perspectives. Euh, alors pour commencer par dire que dans le manuscrit, le chapitre dédié comporte trois sections. Une première qui discute d'un cadre universel pour la commande de convertisseur modulaire. Un deuxième qui essaye de prolonger la discussion qu'on a eue là à l'instant sur la redondance d'entrée. Et puis une troisième section qui discute d'outils méthodologiques pour la conception globale des systèmes automatisés. Et c'est donc de cette dernière section dont je voudrais donner quelques éléments aujourd'hui. Et je vais donner d'emblée la conclusion à laquelle je voudrais nous amener. C'est que les outils dédiés à la redondance dont on a parlé jusqu'à présent sont en fait pertinents pour la conception même des systèmes, et pas seulement pour la conception de la loi de commande. En fait, la raison derrière, c'est que la conception a, me semble-t-il, partie liée avec l'inversion sous contrainte. Alors, pour essayer de motiver à nouveau la discussion, on peut partir ici du cas d'un autre convertisseur modulaire que celui que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est un convertisseur qui est utilisé dans les réseaux électriques, ici à courant continu, et qui, à un nœud du réseau, permet d'orienter les flux de puissance. Sur ce cas-là, une question assez pertinente qui est comment faire pour trouver la bonne valeur du condensateur qui est ici, condensateur réservoir. En fait, la réponse à cette question est assez complexe parce qu'elle dépend directement de la capacité du système à rejeter les perturbations. Ce que ça veut dire, c'est que faire un bon dimensionnement ici du condensateur dépend de la loi de commande. Mais pour concevoir la loi de commande, on a évidemment besoin de la valeur du condensateur. Donc on a là un problème couplé entre, d'un côté, conception, dimensionnement, et de l'autre côté, commande. Alors, et de fait, concevoir un système automatisé, ça implique de manipuler trois ingrédients. Le système d'abord, qu'on va noter H ici, sa loi de commande ensuite, qu'on va noter K. Et puis, on l'oublie parfois, manipuler et façonner aussi le cahier des charges, que l'on notera ici de cette façon-là. Le problème de conception générale peut être, si on utilise la grammaire de l'optimisation, formulé de cette manière-là. Alors, ce qui est dit ici, c'est que ce que l'on cherche, c'est donc en fait un système H et sa loi de commande, K, c'est-à-dire en fait un point quelque part dans le plan qui est ici. Il faut que ce point soit dans l'ensemble admissible, c'est-à-dire il faut que le système automatisé soit réalisable à la fin, au sens physique. Mais il faut aussi que notre boucle fermée finale eh bien, respecte les spécifications les plus dures du cahier des charges. Donc, il faut que le système ici soit dans l'ensemble D également. Dans la plupart des situations, l'intersection entre D et A ne se réduit pas à un point. C'est pour ça qu'on a la latitude pour traiter des spécifications plus souples du cahier des charges par le biais d'une fonction coût qui est ici. Sauf que dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça. En fait, l'ingénieur automaticien est la plupart du temps mobilisé en bout de ligne lorsque le système est déjà conçu, voire même déjà réalisé, ce qui signifie que ce qui revient, la tâche de l'automaticien revient en fait une fois que l'abscisse a été sélectionnée ici, par exemple H0, à déterminer le meilleur correcteur au sens de déterminer la meilleure ordonnée sur le segment rouge qui est là. Mais il est possible, en fait, de reformuler le problème qui est ici de manière équivalente, qui soit compatible avec cette conception séquentielle. Et donc, on obtient, du coup, quelque chose qui ressemble à ça. Il me semble qu'on peut se poser deux questions là-dessus. La première, qui est une question pour l'automaticien, qui est donc comment déterminer le meilleur correcteur parmi tous ceux qui sont possibles, au sens de réalisable et satisfaisant du point de vue des contraintes dures du cahier des charges. Et puis une deuxième question, cette fois-ci, qui est pour le concepteur, qui est comment déterminer l'ensemble P, c'est-à-dire l'ensemble des systèmes pour lesquels il existe une loi de commande qui est satisfaisante. Alors, je voudrais faire maintenant une aparté pour dire que il me semble que la plupart du temps, en fait, la conception du système et de sa loi de commande ne se fait pas de manière d'un seul coup, mais bien plus par le biais d'un processus itératif. Donc, de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a deux façons de concevoir les choses. La première qui consiste à essayer de
partir comme point initial d'une loi de commande et de son système que l'on anticipe être satisfaisante, et ensuite de venir simplifier le système au sens de retirer de la matière, ou bien d'ajouter des spécifications secondaires au cahier des charges, de manière à petit progresser vers une conception qui serait optimale au sens où le cahier des charges est respecté au plus juste. Une autre façon de faire, c'est de procéder exactement dans l'autre sens, c'est-à-dire à chaque étape, eh bien, de venir ajouter de la matière, donc d'enrichir le système, ou bien de retirer des spécifications secondaires du cahier des charges. Et de cette façon, eh bien, d'échec en échec, on arrive finalement à un succès, alors que dans le cas à gauche, ici, eh bien, on procède de succès en succès. Pour des raisons sur lesquelles on pourrait revenir tout à l'heure, il me semble qu'une démarche qui est pertinente, c'est celle de gauche, des succès consécutifs, et par le biais d'un enrichissement du cahier des charges progressif. Ça, c'est le premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est que, de mon expérience, il me semble que la question de l'optimalité est en fait relativement secondaire. La plupart du temps, ce qui nous préoccupe, c'est de traiter des contraintes, au sens de contraintes dures, et c'est ça qui guide la conception, plus que l'optimum. Donc, c'est pour ça que par la suite, ce que je vous propose, c'est donc considérer la stratégie des succès consécutifs par enrichissement du cahier des charges, et puis de se focaliser sur les contraintes. Dans ce cadre-là, si on reprend la question qui était posée tout à l'heure pour le concepteur, eh bien en fait, elle a plus vraiment lieu d'être, puisque en fait, le concepteur a une idée, peut-être vague, mais en tout cas suffisante pour dire que le système sur lequel on travaille donne lieu à une loi de commande qui va être satisfaisante. La question pour l'automaticien est en fait moins de déterminer le meilleur des correcteurs ici, mais plus d'être capable de décrire cet ensemble ici de tous les systèmes en boucle fermée possibles, de manière à identifier plus facilement comment enrichir le cahier des charges. Alors comment faire? Ce que je vous propose, c'est de substituer au problème de je choisis la loi de commande le problème de je choisis une trajectoire d'entrée. Si on fait ça, on obtient donc les modifications qui apparaissent ici en rouge. Et la question ici, dans ce cadre-là, maintenant, devient comment faire pour décrire l'ensemble U de toutes les trajectoires possibles. Le point clé arrive maintenant. L'idée est que si respecter les spécifications dures du cahier des charges peut être traduit par il est possible d'imposer une trajectoire de sortie, alors en fait, l'ensemble U qui nous intéresse est en fait précisément l'ensemble F sur lequel on travaille depuis le début. L'idée est donc que les outils dont on a parlé jusqu'à présent pour discuter de la redondance sont en fait des outils qui peuvent nous aider pour la conception dans une stratégie qui procède par succès consécutif et enrichissement d'un cahier des charges hiérarchisé, au sens où à chaque étape, eh bien, on vient décrire l'ensemble des boucles fermées possibles, et donc ça nous permet de venir enrichir le cahier des charges de manière appropriée. Voilà, la boucle est bouclée. Je vous propose de terminer avec cette figure qui permet d'apprécier l'esthétique de l'inversion sous contrainte. Voilà, merci pour votre attention.